1 jusqu'à 10 de notre roman Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Alors commençons par le premier chapitre. Alors on a déjà travaillé cette activité de lecture avec le premier chapitre. Ce roman s'ouvre par une réflexion personnelle sous forme d'un monologue intérieur. Donc le narrateur est emprisonné dans sa cellule de Bicêtre. Le narrateur se rappelle son passé de liberté, mais se retrouve captif et obsédé par l'idée de sa condamnation à mort. Donc, le narrateur fait un retour en arrière pour se rappeler son passé de liberté, de jouissance, de fierté aussi, de fête. Cependant, il se trouve prisonnier de l'idée de sa condamnation à mort à ce moment-là, c'est-à-dire au moment de la narration. Passons au chapitre 2. Ce chapitre, c'est évidemment un récit de son verdict, c'est-à-dire son jugement, sa sentence. Alors on peut le diviser en deux parties. Alors la première partie, avant le verdict, donc le narrateur avait une vision optimiste, c'est-à-dire pleine d'espoir, du monde. Il avait la confiance en la justice. Il croyait qu'il va vivre et qu'il va, bien sûr, continuer à survivre avant le verdict. Alors la deuxième partie est consacrée à parler ou bien à narrer ce qui va se passer après le verdict, c'est-à-dire le moment où le condamné est amené vers sa cellule. Cette cellule qui sera bien sûr son refuge. Il est là seul face à la mort. Il est étranger dans un monde des vivants. Alors tout redevient noir et triste à ses yeux. Donc nous avons affaire dans ce résumé, ou bien dans ce chapitre, à un texte descriptif dans lequel il décrit les juges, la salle d'audience. Il séduit par la lumière, par les couleurs de la salle d'audience, par les bruits. Donc, il utilise un champ lexical de la justice à travers les juges, la salle d'audience. Il utilise également des figures de style telles que la comparaison, la métaphore, l'hyperbole. Donc, dans ce chapitre, elle est un peu long. Elle est long par rapport au chapitre 1. Et là où il va, bien sûr, décrire le plus fidèlement possible ses sentiments. Alors maintenant, on passe au chapitre 3. C'est toujours un retour au monologue intérieur. Donc le narrateur se livre à une réflexion sur le bien fondé de sa condamnation à mort. Il prétend que les humains sont tous condamnés à mort, mais avec un délai indéfini. C'est-à-dire que tous les humains vont mourir tôt ou tard. Ce qui diffère, c'est la manière et le temps. C'est-à-dire, chacun de nous a une durée de sa vie dans ce monde. Alors, passons maintenant au chapitre 4. Alors, retour au récit de l'incarcération. L'incarcération à Bicêtre, c'est-à-dire l'emprisonnement à Bicêtre. Dans ce chapitre, le narrateur décrit Bicêtre, la prison, de loin. Donc de loin, c'est-à-dire lorsqu'il va s'approcher de ce lieu, il ressemble à un château, à un édifice officiel. Alors vous savez ce qu'est un château. Le château, c'est un palais, c'est un édifice, bien sûr, ou c'est un bâtiment très beau. Mais de près, c'est un lieu hideux, c'est un lieu désastreux, c'est un lieu horrible et affreux. Alors, passons maintenant au chapitre 5, mes chers élèves. Alors, le chapitre 5, c'est le séjour à Bicêtre. Alors, durant les premiers jours, elle était bien traitée, puis brutalisée comme tous les autres détenus. Certaines faveurs lui ont été accordées, comme le papier, l'encre
les plumes et une lampe pour écrire. Bien sûr, comme vous savez, dès le début du roman, le narrateur ou bien le condamné, c'est un homme jeune, instruit et cultivé. Il sait bien lire, écrire et il parlait aussi le latin. Le latin, c'est une langue des riches, c'est une langue très solennelle. Il a côtoyé les autres prisonniers et il a appris l'argot. L'argot, c'est le dialecte, c'est le registre familier. Donc, il va découvrir dans la prison de Bicêtre l'argot, bien sûr, duquel parlait, bien sûr, dans chacun à son argot, à son dialecte. Alors, on passe maintenant au chapitre 6. Alors, le narrateur dans ce chapitre, mes chers élèves, va décider de noter son journal de châtiment. Alors, le journal intime, parfois, il ne contient pas toujours des souvenirs heureux, mais parfois aussi des souvenirs malheureux, comme le châtiment. Elle dévoile sa décision de se mettre à écrire. Et cette écriture, ou bien ce projet d'écriture, il sera d'abord pour lui. C'est pour se distraire, c'est pour oublier ses angoisses, oublier ses souffrances et ses douleurs. C'est une manière d'alléger, d'alléger ces sentiments affreux. Et c'est ensuite adressé aux juges, c'est-à-dire les responsables législatifs, pour que leurs mains soient moins légères, c'est-à-dire pour abolir ou bien pour alléger le verdict de la mort, ou bien la condamnation à mort vers soit la prison à perpétuité, ou bien l'abolir pour des travaux forcés, etc. Quand il s'agit de condamner quelqu'un à mort, donc ce chapitre bel et bien, c'est une contribution pour l'abolition de la peine capitale. C'est une invitation de voir, bien sûr, à travers l'écriture du condamné, ce qu'il vivait. Donc, c'est une invitation à abolir la peine capitale qui mettre fin à l'esprit intelligent, à l'esprit qui pense et qui critique. Alors, chapitre 7. Alors, le condamné espère qu'on s'intéresse un jour à son cas et que son journal de souffrance puisse être utile à d'autres. Donc, dans ce cas, il participe à l'abolition de la peine capitale. Donc, le narrateur est avec l'idée de la condamnation qui continue de l'obséder et de le torturer. Il ne s'intéresse pas, il s'attarde sur sa situation et espère qu'on s'intéresse à lui le plus fidèlement possible. Alors, le chapitre 8, le jeune condamné compte le temps qu'il lui reste à vivre. Combien il lui reste à vivre? 6 semaines, dont il a déjà passé 5, ou même 6. C'est-à-dire combien il lui reste à vivre? Il ne lui reste pas beaucoup de temps, presque une semaine. Le chapitre 9, le narrateur regrette de laisser derrière lui sa famille. Alors on savait bien que le narrateur est un homme marié et il avait une fille. Donc il regrette de laisser derrière lui sa femme, sa mère et surtout sa fille de 3 ans, sans protection et sans soutien ou ressources financières ou matérielles. Le chapitre 10. Dans ce chapitre, le retour au texte narratif et descriptif, et surtout descriptif. Donc, rappelez-vous bien que lorsqu'on veut argumenter, on utilise la typologie textuelle pour mener à bien bien sûr notre thèse ou bien notre idée qu'on voulait défendre ou bien critiquer. Donc, à travers la description de sa cellule à Bicêtre, de l'intérieur vers l'extérieur, le narrateur invite tout le monde à voir l'atrocité de sa cellule et, bien sûr, et dénonce ce lieu qui est vraiment, pour lui et pour tous les détenus et pour tous les condamnés à mort, c'est un lieu affreux et désastreux. Donc, il décrit à l'intérieur, c'est-à-dire de quoi se compose sa cellule à l'intérieur, 4 murailles, une
un tapis ou bien un matelas en paille, etc. Et vers l'extérieur, c'est-à-dire à l'extérieur qui contient un couloir et qui contient aussi d'autres cellules et aussi un garde permanent. Et voilà, notre 10 chapitres premiers sont déjà résumés avec tous les détails. J'espère qu'on se revoit pour une autre vidéo et d'autres résumés, Inch'Allah.